Place à présent à notre focus du jour. Il y a tout juste 4 ans, nos confrères d'RFI, Claude Vernon et Ghislaine Dupont, étaient assassinés dans le nord du Mali. Depuis, il y a toujours beaucoup de zones d'ombre. Le 2 novembre est devenu la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Des crimes toujours trop nombreux. Il y a 15 jours, c'est une journaliste maltaise qui perdait la vie dans l'explosion de sa voiture. Elle enquêtait sur des affaires de corruption et vous allez voir que sur place, la société civile se mobilise pour que toute la lumière soit faite. C'est un reportage de Jean Barrère et Amar Alamidaoui. Bidnia, un petit village dans les terres maltaises. C'est ici que la journaliste Daphne Caruana Galizia vivait. Le surnom habituel que ses détracteurs lui donnaient était la sorcière de Bidnia. L'attitude médiévale classique des hommes qui, lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre une femme, la qualifient de sorcière. Une sorcière que certains ont décidé d'assassiner. Le 16 octobre dernier, alors qu'elle sort de chez elle, une bombe placée sous sa voiture se déclenche. Donc l'explosion a projeté la voiture 80 mètres plus loin de l'endroit où elle était. Essayez d'imaginer, c'était extrêmement violent. Je me rappelle quand j'ai appris l'information, un ami m'a appelé et m'a dit « Je crois qu'ils ont eu Daphné ». Tout le monde était choqué quand elle est morte, mais personne n'a été surpris. La journaliste indépendante avait multiplié les révélations ces dernières années. Panama Papers, scandale de corruption, trafic de pétrole, une blogueuse touche-à-tout très suivie sur l'île qui s'était faite de nombreux ennemis. La société maltaise, sous le choc, a multiplié hommages et manifestations. Une question revient, comment un tel crime a-t-il été possible? Ses proches se le demandent. Petra était une de ses amies et fidèle lectrice. Chez elle, elle a conservé chacun des magazines que Daphné publiait en plus de son blog. Elle savait que son amie courait des risques. Elle a eu pendant des années des menaces constantes. Sa maison a été incendiée. Ils ont mis des pneus et ont essayé de brûler sa porte, sa maison. Elle était habituée à ça. Elle était constamment menacée. Elle le mentionnait sur son blog. Elle était menacée par email, par lettre. C'était la vie qu'elle menait. La blogueuse ne bénéficiait d'aucune protection du gouvernement. Elle travaillait seule avec un réseau de sources anonymes. 15 jours après, son assassinat fait encore la une du Times of Malta, l'un des principaux journaux locaux. Dans la rédaction, le choc a fait place à l'inquiétude. Toutes les familles des journalistes sont préoccupées par ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est inquiétant. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avions jamais connu ça. Le journal a mené une enquête auprès de ses lecteurs. Ils sont 88% à estimer que le meurtre de Daphne Caruana Galizia ne sera pas résolu. Il y a eu maintenant 6 attentats à la voiture en 18 mois. Aucun n'a été résolu. Et ça se passe dans un petit pays comme ici, qui est considéré comme l'un des plus sûrs d'Europe. Donc il y a clairement un problème de personnes agissant en toute impunité. Et c'est ce qui inquiète mes collègues et moi-même. Les institutions agissent d'une telle manière qu'il n'y a plus beaucoup de confiance dans la police. Malte, plus habituée à faire la une des magazines touristiques que celle des médias internationaux. 450 000 habitants, une économie florissante, un tourisme en hausse. L'île pourrait aussi être un havre pour pratiques mafieuses. L'opposition maltaise accuse le gouvernement de laisser s'installer la corruption et la criminalité. Dieu nous en garde, ce n'est pas le Premier ministre qui l'a tué, ni même commandité l'acte. Mais clairement, il est responsable à un niveau politique. Ce meurtre survient après toute une série d'événements. Par exemple, le démantèlement de nos institutions publiques, qui ne sont plus efficaces, à l'image du commissaire de police et du procureur général, mais aussi de tous ces scandales de corruption qui s'enchaînent les uns après les autres et dont les Panama Papers sont l'apothéose, car ils impliquent des dirigeants au plus haut niveau de l'État. Des accusations portées jusqu'au Parlement européen qui mettent sous pression le gouvernement.
Je réfute toutes les accusations outrageuses, comme l'idée que ce pays n'appliquerait pas l'état de droit. De telles accusations sont exagérées. J'ai du mal à croire que les journalistes ne se sentent pas en sécurité. Je pense que l'inverse est vrai. Les gens en général et les journalistes se sentent en sécurité à Malte. Un avis que ne partagent pas ces femmes mobilisées pour la liberté de la presse. Elles ont installé des tentes devant le bureau du Premier ministre. Leur requête, la démission du procureur général et du commissaire en chef. Ils ne veulent pas écouter ce qui se passe dans la rue, et ben on va camper devant leur bureau jusqu'à ce qu'ils écoutent et qu'il se passe quelque chose. Il y a un problème avec les institutions. Si le gouvernement a quelque chose à cacher, peut-être qu'ils n'ont rien à cacher. Mais on ne le saura jamais parce qu'ils ont la police et la justice dans leur poche. Et c'est ça le problème. Donc c'est ce qu'on aimerait, avoir la division, les trois autorités totalement séparées, indépendantes. Oui, ça c'est très important. Sur leur t-shirt, un des derniers posts de Daphné, écrit une demi-heure avant sa mort. Les escrocs sont partout où l'on regarde, la situation est désespérée. C'est ce combat que souhaite prolonger Manuel Delia. Daphné était un exemple pour lui. Il y a quelques semaines, j'ai écrit que le problème avec Daphné Caruana Galizia, c'est qu'il n'y en a qu'une comme elle. Et maintenant, il n'y en a plus une comme elle. Mais je pense que nous avons la responsabilité de continuer son travail. Donc oui, je ressens ce fardeau, cette responsabilité d'être à la hauteur de son travail, et je sais que je ne serai pas à son niveau, mais je ferai de mon mieux. Depuis la mort de Daphné, l'audience de son blog s'est multipliée par 10. Désormais, l'attention s'est portée sur lui, mais Manuel Delia l'affirme, la peur ne l'empêchera pas d'écrire. Voilà pour ce focus. Pour aller plus loin, nous sommes avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Christophe Deloire, bonjour. Vous êtes à New York, à l'ONU, en ce moment, dans le cadre de cette journée contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Alors, cet assassinat d'une journaliste à Malte, pays de l'Union européenne, est-il symptomatique de l'état de la société maltaise? Le fils de cette journaliste accuse directement les autorités. Cet assassinat, l'explosion d'une voiture devant la maison de Daphné Caruana a eu un retentissement absolument mondial. Parce que d'abord, c'était dans un pays de l'Union européenne. Alors Malte, c'est peut-être pas un pays de l'Union européenne comme tous les autres. C'est un pays dans lequel les risques sont plus grands. Daphné Caruana, elle enquêtait, comme votre reportage le disait très bien, sur des affaires de trafiquants, de corruption qui sont extrêmement intenses sur l'île. Elle était assez isolée, il faut bien le dire. Elle avait un courage absolument immense. Et elle a payé son courage de sa vie, comme malheureusement ça arrive à trop de journalistes et à tant de journalistes chaque année dans le monde. S'il y a une demande d'enquête internationale s'agissant de Daphné Caruana à Malte, c'est que, comme le reportage le montrait aussi, et moi je l'ai vu lorsque je me suis rendu à Malte à une immense manifestation, il y a une préoccupation de la population qui est fascinante, c'est qu'il y a une crainte de l'impunité. Pourquoi ? Parce que les Maltais n'ont pas confiance dans leur police, dans leur justice. Il y a trop d'impunité dans ce pays et ils demandent qu'il y ait un soutien extérieur. Alors, il y aura un soutien technique d'Europol, du FBI qui était déjà présent sur place, mais pour l'instant, on parle simplement d'un soutien technique. Et est-ce que justement l'Europe a les moyens de faire pression pour que cette enquête avance ? Ah ben, il le faut, et là je pense qu'il y a toutes les raisons quand même de faire pression sur les Maltais, parce que l'Europe, ça demeure le continent le mieux placé au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels les journalistes peuvent faire leur travail de manière libre, indépendante et en toute sécurité. Et si l'Europe ne donne pas l'exemple, et notamment ne donne pas l'exemple s'agissant de ce qui se passe en interne, s'agissant des violences physiques, comme l'assassinat de la journaliste maltaise, ou des violences institutionnelles. Et là, je pense au gouvernement de Hongrie, de Pologne, qui portent gravement atteinte à la liberté de la presse. Si l'Europe ne donne pas l'exemple, alors personne d'autre ne sera là pour le donner, malheureusement, dans une période où, y compris aux États-Unis, le président Donald Trump mène cette chasse aux journalistes que l'on connaît. Alors justement, l'Europe souhaite protéger davantage les lanceurs d'alerte. Strasbourg demande le Parlement demande à Bruxelles de proposer des règles pour la protection de ces lanceurs d'alerte d'ici la fin de l'année. Mais il y a beaucoup de travail, puisque seuls 6 États sur les 28 les protègent efficacement. Il y a la France notamment.
Oui, la question des lanceurs d'alerte, c'est une question d'ailleurs qui s'inscrit de manière plus globale dans la question de la protection des sources des journalistes. Parce que sans protection de ceux qui divulguent des informations, qui les rendent publiques, alors il n'y a que de l'information officielle. Et le pluralisme de l'information officielle, c'est-à-dire la communication de l'un contre la propagande de l'autre, ça ne fait pas émerger la vérité. Et ce que les journalistes doivent faire, c'est faire émerger des vérités factuelles, de manière plurielle, avec des visions du monde différentes évidemment. Et donc ça passe aussi par la protection des journalistes, des lanceurs d'alerte, des sources des journalistes, qui là aussi sont attaqués dans l'ensemble du monde. Et c'est malheureusement pas nouveau. Aux États-Unis, y compris sous l'ère Obama, il y a une traque des sources des journalistes sur la foi, sur le fondement parfois de lois très anciennes telles que l'Espionnage Act qui remonte à 1917. Alors cette journée a été décrétée après l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Vernon. 4 ans après, l'enquête piétine. Pourquoi tant de zones d'ombre encore aujourd'hui ? Parce que c'est difficile d'enquêter sur le terrain, parce que c'est une affaire extrêmement complexe. Manifestement, certains des auteurs auraient été éliminés militairement. Alors, ce n'est pas une bonne manière de lutter contre l'impunité. Ce qui est essentiel, de manière globale, c'est de faire avancer le taux d'élucidation des crimes commis contre les journalistes. Si on regarde les chiffres, il y a plus de 9 crimes commis contre les journalistes qui ne sont jamais élucidés, où il n'y a pas de sanction. Et donc, c'est comme un encouragement pour ceux qui commettent ces crimes. Ça vaut dans l'ensemble du monde. Ça vaut au Mexique aussi, par exemple. Je pense notamment au cas de Javier Valdés, ce journaliste mexicain qui était correspondant de l'agence France-Presse depuis 10 ans, qui écrivait des livres sur les narcotrafiquants. Il a été assassiné en juillet, abattu, en pleine rue, comme ça arrive si souvent aux journalistes mexicains. Et malgré tout, il demeure, comme on l'évoquait pour la journaliste maltaise, des journalistes qui ont un courage admirable. Mais si on ne les soutient pas, alors il y aura de plus en plus d'autocensure, de moins en moins d'enquêtes. Et alors aucun des grands problèmes, y compris des grands problèmes de l'humanité, je suis là au siège de l'ONU, ne sera résolu, qu'il s'agisse de la corruption, de la lutte contre les trafics, des conflits armés, des discriminations. Et malheureusement, des grands sujets d'enquête pour les journalistes, ça ne manque pas. Merci beaucoup Christophe Deloire d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette demi-heure de Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Restez avec nous, l'information continue.